Monsieur Gréau, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Bah, c'est gentil. Nous sommes étudiants à la l'IUT de l'Université René Descartes en communication des organisations. Oui. Vous êtes scénariste et avez travaillé avec beaucoup de réalisateurs, parmi eux Truffaut, Rossellini, mais aussi Alain Resnais. Et puis Godard. Puis Rivette, j'ai débuté avec Rivette aussi. Et j'ai envie de vous poser la question suivante, à savoir comment êtes-vous devenu scénariste? Ah bon, bah là, ça remonte à très longtemps, puisque j'ai fait des tas d'études variées et débiles. Entre autres, j'étais séminariste. Bon. Et il ne m'en reste plus grand-chose. Mais j'ai été militant communiste, etc. Et je suis devenu scénariste, mon Dieu, j'étais comédien, j'ai toujours été comédien. Même quand j'étais au lycée, j'étais dans une troupe d'amateurs, enfin une troupe de camarades du lycée, pendant l'occupation. Et puis j'ai continué, j'ai repris ce boulot de comédien, mais vraiment sans vouloir faire une carrière. Ce qui m'intéressait, c'était d'être dans le spectacle, d'être du côté des techniciens, J'ai été régisseur, je tirais le rideau, je faisais la sonorisation, je faisais des trucs comme ça. Je balayais le plateau, je changeais les décors, vous voyez. Ça a duré comme ça un certain temps, mais de fil en aiguille, j'étais quand même très cinéphile, et depuis mon enfance, c'est-à-dire à 3-4 ans que je commençais à aller au cinéma. Et c'était encore le temps du muet, je suis né en 24. J'ai toujours imaginé la vie comme une espèce de film. Donc votre avis s'est déroulé complètement à le monde du cinéma. Imbibé de cinéma, complètement. J'allais dans des ciné-clubs, je passe sur les détails, Objectif 49, etc., dont un des patrons était Romer, il y avait André Bazin aussi, vous avez peut-être entendu parler. J'étais en contact avec eux, et il y avait des camarades que je me suis fait, il y avait Rivette, il y avait Truffaut, etc. Et on a constitué une bande. Et c'est comme ça que vous êtes tombé dans le métier de scénariste. Métier, c'est pas un métier, c'est pas un métier. C'est pas un métier de scénariste? Moi, je ne le considère pas comme un métier. Vous le considérez comment? Non, je m'amuse. Comme une passion, donc. Oui, je m'amuse, je m'emmerde aussi, mais je m'amuse. Mais c'est la parce que vous êtes obligé de travailler avec les autres. Oui, j'ai écrit quelques romans, c'est quand même plus agréable, vous êtes peinard. Mais c'est vrai que c'est assez éprouvant, mais ça peut être exaltant. C'était le cas de mon manque d'Amérique d'ailleurs. René cherchait un scénariste, donc il est venu me trouver, comme je le raconte dans ce bouquin sur Alain Resnais, il est venu me trouver un jour pour me proposer de travailler sur Henri Laborie. Professeur Henri Laborie, né le 21 novembre 1914 à Hanoï, Indochine. Père, médecin des troupes coloniales. Lycée Carnot à Paris, école principale du service de santé de la marine et faculté de médecine de Bordeaux. Docteur en médecine, interne des hôpitaux, chirurgien des hôpitaux, maître de recherche du service de santé des armées. Introduit en thérapeutique l'hibernation artificielle, la chlorpromazine, le premier tranquillisant, ainsi que d'autres drogues à action psychotrope. Travaux sur la réaction de l'organisme aux agressions qui ont apporté des solutions nouvelles à l'anesthésie et à la réanimation. Dirige à Paris le laboratoire d'eutonologie, auteur de nombreux ouvrages sur la biologie du comportement. Monsieur Henri Laborie avait été contacté d'abord par un laboratoire pour faire un film promotionnel pour je ne sais quel produit pharmaceutique. Enfin, il avait été considéré pour faire un court-métrage là-dessus. Alors il a dit, et Laborie aimait beaucoup les films de Resnais, parce qu'il trouvait que Resnais pouvait filmer l'invisible. Bon, ça c'est rien. Et alors, toujours est-il qu'il a dit, je veux bien faire ce film, mais avec Alain Resnais. Alors il contacte Alain Resnais,
Puis René, il se met à lire les bouquins d'abord, il se dit, mais ça serait mieux si on faisait un long métrage que de faire un court métrage. Alors l'idée a pris forme. Justement, comment s'est passée votre rencontre avec Alain René? Eh ben oui, non, mais si je peux vous faire rigoler, on va raconter la première rencontre. Oui. Il vient avec sa femme, on fait à bouffer, ma femme fait un gâteau de chocolat, il déteste les gâteaux de chocolat, il ne boit pas d'alcool, il boit de l'eau, du café et du thé. Bon, alors, c'était comme ça, et pour le distraire, pour amuser mes enfants aussi, j'ai des collections de films en Super 8. Et je vais passer dans quelques films, probablement de Griffith. Alors là, moi ça c'est vraiment anecdotique, mais j'ai eu vraiment la sensation qu'il roupillait, qu'il s'était endormi. C'était un grand échalas, c'est un grand mec. Et là, j'ai rien dit, bon, puis il est parti. Puis j'ai dit, moi je ne travaillerai jamais avec un emmerdeur pareil. Bon, et qui ne boit pas. Alors, donc, j'ai reçu un coup de téléphone le lendemain de Florence, de sa femme, qui m'a dit, il t'a enchanté de son après-midi. Alors il est venu, et c'est là qu'il m'a apporté la pile de bouquins de Et ça vous a pas découragé? Comment? Ça vous a pas découragé de voir dès le début? Ça m'a excité, parce que je suis toujours excité par les trucs compliqués à faire. Parce que ça m'emmerde de faire le cinéma comme tout le monde. Alors, c'est vraiment pour ça. Parce que j'avais fait un film avec Truffaut qui s'appelle L'Enfant Sauvage. Vous l'avez peut-être vu. Alors, déjà, et puis avec Rossellini, je m'intéressais à autre chose que le cinéma à proprement parler, mais c'est-à-dire à ce qu'on appelait le cinéma didactique, etc. C'est-à-dire qu'en plus d'un film, essayer d'apprendre des choses aux gens, de les ouvrir sur des problèmes dont on n'a pas l'habitude de parler. En l'occurrence, là, il y a la biologie du comportement. Les animaux, eux, donc l'homme qui est un animal, ne peuvent se maintenir en vie qu'en consommant cette énergie solaire qui a donc été déjà transformée par les plantes. Et ça exige de se déplacer. Ils sont forcés d'agir à l'intérieur d'un espace. Alors le travail était très difficile parce que moi, René, d'abord, c'était pas exactement le genre de cinéma que je faisais. Je faisais un cinéma plus... Lui, je trouvais ça assez académique, même dans le côté avant-garde, etc. Mais c'est de l'avant-garde bien poli, bien là. Moi, c'était plutôt Godard, c'est plutôt Truffaut, c'était des gens plus anarchisants, vous voyez, enfin, dans la façon de faire. Donc, il m'a apporté la pile des bouquins de Laborie, et il était vicieux parce que c'est un mec très vicieux. Rigolo comme ça, c'est pas un rigolard, mais il aime bien faire des blagues. Alors, il m'avait mis un ordre de lecture, et celui qui m'a mis au-dessus de la pile, c'était l'agressivité des tournées. Je ne sais pas si vous y avez fourré votre nez, mais c'est un film, un bouquin assez rébarbatif, surtout pour un type qui a fait des études scientifiques. Bien, pour se déplacer dans un espace, il faut un système nerveux. Et ce système nerveux va permettre d'agir sur l'environnement et dans l'environnement. Et toujours pour la même raison, pour assurer la survie. Si l'action est efficace, il va en résulter une sensation de plaisir. Là, j'ai apporté ça, c'est le scénario tel qu'il était avant la réalisation, vous voyez? Après découpage, parce qu'on a fait un premier essai d'enregistrement avec Laborie, où j'avais une liste de questions que je lui posais, et il n'y avait plus moyen de l'arrêter. Il était un peu comme moi là, mais lui c'était sur son truc. Il n'y avait plus moyen de l'arrêter, ça nous emmenait très loin des rails étroits dans lesquels il voulait qu'ils se tiennent, pour pas que le film... Alors on a décidé que je lui ferais un petit topo de ce qu'il aurait à dire. Vous voyez? Vous voyez? Alors, je mettais les thèmes développés, vous voyez, c'est ça. But de toujours réaliser en maintien de sa forme, de sa structure, se maintenir en vie. C'est la raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est ce qu'on dit au début. Système vivant font de l'ordre à partir du désordre de l'énergie solaire.
Les plantes, grâce à la chlorophylle, transforment directement l'énergie solaire en leur propre structure, de même se reproduisent sans se déplacer. Les animaux consomment l'énergie solaire déjà transformée par les autres, donc doivent se déplacer pour se reproduire, de rapport en structure grâce au système nerveux. Donc Laborie a écrit son propre texte. C'est Laborie qui a écrit. Non, c'est moi. C'est vous. C'est moi qui, d'après son boulot, d'après ses livres, j'ai fait des petites synthèses de ce qui nous intéressait. Ainsi, une pulsion pousse les êtres vivants à maintenir leur équilibre biologique, leur structure vivante, à se maintenir en vie. Et cette pulsion va s'exprimer dans 4 comportements de base. Un comportement de consommation, c'est le plus simple, le plus banal. Il assouvit un besoin fondamental. Boire, manger, copuler. Un comportement de fuite, un comportement de lutte et un comportement d'inhibition. Bon, alors maintenant, comment va-t-on procéder? Voilà, j'avais tous ces trucs, et l'idée première pour René, c'était d'illustrer d'une façon de faire écho aux théories de Laborie, avec des extraits de films des années 30, avec des acteurs qui en faisaient des kilos, et alors qui auraient illustré ça, mais ça s'est avéré extrêmement difficile. Alors il a fallu trouver des extraits de tous ces films qui posaient des problèmes de droit absolument insolubles, parce que les droits sont dispersés dans l'Europe entière, sinon dans le monde entier. Et donc on a renoncé, il n'y est resté que les petits stock shots de petites citations des films avec Gabin, des films avec Daniel Darieux, des films avec Jean Marais. C'est tout ce qui est resté de cet énorme paquet. Alors j'ai dit à René, ça serait peut-être aussi bien si on inventait des histoires. Jean Le Gall, né le 4 août 1929 dans le Morbihan, se plaît à dire qu'il n'a jamais été fidèle qu'à une seule femme, Daniel Darieux, dont il est depuis l'enfance un fervent admirateur. Jeannine Garnier, née à Paris le 13 janvier 1948 dans le 20e arrondissement. Après avoir vu Jean Marais à la Comédie Française, veut devenir comédienne mais se heurte à l'opposition de sa famille. René Ragueneau, né le 27 décembre 1941 à Torfou, Maine-et-Loire. Parents agriculteurs. École libre, action catholique, certificat d'études primaires. Loisirs, foot, cuisine, opérette, cinéma, mais uniquement pour Jean Gabin, dont il va voir et revoir tous les films. Bon, nous avons une première partie où il y a des généralités exposées par Laborie, mais là c'était vraiment, avec René, on s'est mis d'accord sur des plans très, très précis. C'est encore en ce sens qu'il est formaliste, c'est-à-dire que le plan compte énormément dans sa démarche. Alors, nous avons, pour commencer, une espèce de début général de Laborie, donc, qui sont d'ailleurs dits ici, avec une espèce d'image d'ensemble de tous nos personnages, puisque nous avons cette espèce de petit... Donc d'abord, il y a la seule raison d'être d'un être, c'est être. Et puis là, ils ont utilisé un petit bijou, ces petits bijoux, c'est tout. Puis ils ont fait un petit trucage là-dessus, c'est assez rigolo. La seule raison d'être d'un être, c'est d'être. C'est-à-dire de maintenir sa structure. C'est de se maintenir en vie. Sans ça, il n'y aurait pas d'être. Et alors, la seule raison d'être d'un être, c'est d'être, se maintenir dans l'existence. Ce qui réduit forcément le truc, mais c'est très bien. Bon. Alors ensuite, on passe à une vue de tout, une espèce de cœur de tous nos personnages. On a tous nos personnages, et on a des petites vignettes qui, en fait, correspondent à des épisodes du film. Dans les mots, dans une île au milieu du pays des bœufs, comme on disait dans la ferme de mes parents. On l'appelait l'île qui a accouché ma mère. Qui veut dire, lorsque le médecin est arrivé, il était trop tard. Il y a de cela 50 ans. Il était déjà né. C'est là, il y aura bientôt 30 îles au milieu du pays des bœufs. Il y aura bientôt 30 dans une île au milieu du golfe, comme on disait dans la ferme de mes parents. On l'appelait l'île de Nogotay, qui veut dire, lorsque le médecin est arrivé, il était trop tard. Il y a de cela 50 ans. Il était déjà né. Il y aura bientôt 37 ans. C'est un truc dont j'ai eu l'idée dès le départ pour montrer l'espèce
de communauté humaine, vous voyez, d'humanité ensemble. Alors tout le monde parle en chœur et on se réduit finalement à 3 personnages. Mon grand-père, un vieil original, habitait une île. Il avait voulu que ma mère vienne y accoucher. Il avait fait la guerre de 14-18 comme médecin. Cette expérience l'avait dégoûté des hommes en général et du corps médical en particulier. Aucun de ses confrères ne lui semblait digne de me mettre au monde. Mon père avait tenu à ce que ma mère fasse l'accouchement sans douleur, comme en Union soviétique. Comme je n'étais pas bien costaud à ma naissance, on m'a tout de suite fait ondoyer. Ce qui a obligé notre curé à faire plus de 12 kilomètres pour venir à la ferme. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. J'avais déjà, dans les années 70, fait un projet de série pour la télé avec des petites histoires sur les gens qui étaient licenciés, comment ils s'en tiraient ou ils s'en tiraient pas. Et on s'est dit, au fond, ces problèmes de dominance, agressivité, inhibition, lutte, c'est des problèmes qui concernent tout le monde. Ça concerne le type à la maison qui fout sur la gueule à sa bonne femme. Hein. C'est exactement pareil. Alors souvent, s'il fout sur la gueule à sa bonne femme, c'est qu'il a eu des emmerdements, soit dans son entreprise, soit qu'il était licencié, etc. Et puis la bonne femme, il se retourne sur les gosses, et puis etc. Hein. C'est pas du tout forcément un problème, c'est pas forcément Napoléon, Jules César ou Alexandre le Grand. Hein. Bon. Je disais à ta fiancée que quand elle viendra s'installer ici... Mon père parlait de notre avenir, de notre installation à la ferme après notre mariage. C'est ce qui nous a fait bondir, et je lui ai lâché tout ce que j'avais sur le cœur. Que j'en avais marre d'être un paysan. Qu'il n'était pas question que nous restions à travailler avec lui à la ferme, ou d'aller bosser à l'usine pour financer le matériel avec notre salaire. Là, c'est plus l'exploitation familiale, c'est l'exploitation des familles. Et comme l'oncle Henri, le marchand de bestiaux, voulait s'en mêler, il a eu droit à son paquet, lui aussi. Que c'était à cause de gars comme lui, qui faisaient fortune sur leur dos, que les paysans étaient dans la merde. Petit crétin! Combien de fois as-tu payé au quart de son prix une vache accidentée? Combien de fois l'as-tu revendue au prix d'une bête saine? Le soir même, on filait à Cholet, où j'ai fait divers boulots avant d'entrer comme aide comptable dans une usine de textile. Bref, c'était la rupture. Allez, viens, Thérèse, viens. René! Non. Je crus pouvoir confier à mon amie Arlette mon intention de monter à Paris et débattre avec elle du meilleur moyen de faire avaler cette pilule à ma famille. À mon avis, préparer une grande école. Elle prit la chose très mal. Elle ne voulait pas être séparée de moi. Elle finit par me déclarer qu'elle m'aimait, qu'elle voulait m'épouser. Pourquoi lui ai-je dit que moi aussi je l'aimais? Pour avoir la paix. Pour ne plus la voir pleurer. Non, Jean. Mon amour. Mon amour. Ce n'était pas seulement la société que je voulais changer, mais une certaine façon de vivre, terne, grise, ennuyeuse. Celle de mes parents, la mienne. J'ai eu l'occasion de partir en tournée jouer un petit rôle dans Le Songe d'une nuit d'été, dans des patelins d'Eure-et-Loire. Alors du jour au lendemain, j'ai laissé tomber mon travail de secrétaire dans une drobellerie. J'avais des ailes. Jamais encore je m'étais sentie aussi libre. Nous allons suivre, sans laborie, chacun de nos personnages dans leur ascension sociale. Ça sera, si vous voulez, le premier acte. Regarde-moi, paysan, fils de paysan. Tout juste le certificat. Quand j'ai débuté, j'en savais moins que toi. J'ai suivi des cours, les arts et métiers. J'ai gravi un à un tous les échelons. Et me voilà maintenant, j'ai la responsabilité de 200 métiers. Ah, mon vie, passe dans mon bureau, je te rejoins tout de suite. Bonjour. Bonjour. 3 exemplaires de ça, ma petite Josiane. Oui. Rien de particulier? Si, mademoiselle Janine Garnier a téléphoné. Je le rappelle tout de suite, rien d'autre? Et à la fin de cette partie, il y aura une espèce de sommet, mais qui se terminera par une catastrophe. Enfin, alors ça devient assez compliqué, mais c'est du cinéma normal. Enfin, normal. Je veux dire, c'est comme n'importe quel film. Jean, réfléchis encore. Tu feras ce que tu voudras, je ne dirai plus rien. Mais reste, reste.
Janine, écoute, ouvre-nous! Non! Tu sais bien que même complet, on perd de l'argent, que le théâtre est trop petit. Pour prendre ailleurs! Et la publicité, j'ai plus un rond! Qu'est-ce que tu as? C'est rien. C'est nerveux. C'est ce type, ce Vestrate. Je l'ai sur le dos à longueur de journée. J'ai l'impression de passer un examen. Ça ne durera pas éternellement. Ben, justement. Faudra qu'il prenne une décision. Qui ça? Il? Oh, pas Monsieur Louis, ni Monsieur Paul. Mais la direction générale à Paris. Des gens que je n'ai jamais vus. On est en train de comparer mon travail avec celui d'un autre. Ça ne m'était jamais arrivé, tu comprends? Et alors, je me suis aperçu que ces comportements de base, lutte, dominance, inhibition, mais tout film, que ce soit un film comique, que ce soit un truc comme ça, il y a toujours ce type de rapport entre les personnages. Alors, ça m'a frappé, d'autant plus que peu à peu, je mettais à jour une façon de voir les choses pour la base d'un film, si vous voulez. C'est ce que j'appellerais le gag, mais pas le gag au sens comique, ça peut être un... Je cite toujours cet exemple justement de ce film muet de Boris Barnett, qui est un cinéaste de comédie soviétique, qui n'a jamais fait de film très sérieux, il joue des films d'espionnage, des trucs comme ça. Il y a un passage qui m'a beaucoup frappé, je l'avais vu il y a très longtemps, je l'ai revu là, c'est-à-dire que vous avez un type, un garçon et une fille, hein. Ils sont là, enfin, il y a tout un tas de péripéties avant, mais le type n'ose se décider à se déclarer à la fille parce qu'elle vient de gagner un gros lot, alors il lui dit on va dire que je suis intéressé, c'est ça. Alors la fille, bon, elle s'énerve, elle fait un travail de couture, elle sent dans une espèce de pièce, dans une pièce, et elle se pique. Alors lui, il va tout de suite, il a un réflexe, il va lui sucer le doigt. Et puis il se remet dans son coin. Alors la fille se dit merde, non. Alors la fille lui prend une idée, elle prend son aiguille et elle se pique la lèvre. Et le mec, il va l'embrasser. Ça, je trouve ça très marrant. Et c'est des trucs comme ça, on arrive à exprimer par des actions très simples. Hein. Quand on prend un rat et qu'on le met dans une cage à 2 compartiments, c'est-à-dire dont l'espace est séparé par une cloison dans laquelle se trouve une porte, dont le plancher est électrifié intermittemment, et avant que le courant électrique passe dans le grillage du plancher, un signal prévient l'animal qui se trouve dans la cage que 4 secondes après, le courant va passer. Mais il ne sait pas au départ. Il s'en aperçoit vite. Au début, il est inquiet. Mais très rapidement, il s'aperçoit qu'il y a une porte ouverte et il passe dans la pièce à côté. La même chose va se reproduire quelques secondes après. Mais il apprendra aussi très vite qu'il peut éviter la punition du petit choc électrique dans les pattes en passant dans le compartiment de la cage où il était au début. Cet animal qui subit cette expérience pendant une dizaine de minutes par jour, pendant 7 jours consécutifs, au bout de ces 7 jours, va être en parfait état, en parfaite santé. Son poil est lisse, il ne fait pas d'hypertension artérielle, il a évité par la fuite la punition. Il s'est fait plaisir, il a maintenu son équilibre biologique. Jean Orange, qui est le scénariste des années 50, et puis même déjà des années 40, du cinéma français, le Tavernier, un jour, l'a emmené voir Mon oncle d'Amérique. Pour qui, je ne sais pas pourquoi, moi. Et alors Jean Orange est sorti en disant, ah oui, ça serait bien s'il n'y avait pas les interventions d'Aboris, c'est-à-dire s'il n'y avait pas du tout le côté documentaire. Mais il trouvait, parce que si on enlevait ces interventions d'Aboris, ça serait grossier, ça n'aurait aucune signification. Ça serait du gros cinéma comme on faisait dans les années 30. Hein.
Comment, dans Mon oncle d'Amérique, avez-vous évité justement le piège de l'illustration de... Je ne sais pas si je l'ai évité. Il y a un peu d'illustration en réalité, parce que ça... Contrairement à ce que dit René, parce que René, il tient à sa réputation de formaliste. Il ne veut pas se faire engueuler par ses amis Rob Grillet ou autres, et alors il tient à cette réputation de formaliste. Mais il est moins formaliste qu'il ne le dit, puisqu'il a fait des documentaires comme Nuit et Brouillard, qui ont quand même eu un sens. Et là, Mon oncle d'Amérique, moi dans ma tête, je ne disais pas que j'allais illustrer, mais j'ai quand même pris des exemples, j'ai essayé de rapprocher je ne dis pas les théories de Laborie, car ce n'est pas des théories, je le répète, c'est l'état de la connaissance que nous avons du système nerveux, comme nous en avions dans les années 80, appliqué à la vie réelle. Donc on peut dire que il n'y a pas illustration au sens strict, évidemment, c'est plus subtil que ça, mais il y a un peu de ça. Quand on voit les deux types en train de s'affronter autour des téléphones, c'est quand même une illustration de la lutte, hein. C'est pour vous. Oui, monsieur Vaudoyen? C'est dans le dossier Blondel. Je vous le prépare et je vous l'apporte tout de suite. Allô? On s'est dit, les gens vont se dire, et il y en a qui se sont dit, c'est un documentaire. Alors, il faut raccrocher l'attention du spectateur. Et comment faire s'il n'est en faisant d'abord des scènes très exagérées, parce que tous les rapports sont très exagérés, hein, poussés presque au comique. C'est même un peu théâtral. C'est très théâtral, volontairement théâtral. Non, non et non! Ah tiens, tu me rappelles mon père. Chaque fois qu'on parlait d'un changement dans nos méthodes ou d'aller travailler en ville, il nous sortait son oncle d'Amérique. Qui a fini clochard à Chicago! Ça, c'est ce que disait mon père. Mais c'est pas prouvé. Alors tu acceptes? Viens, ne compte pas sur moi. Thérèse. Thérèse! Thérèse! Moi, je voulais en fait rebondir sur une phrase de Laborie qui dit qu'un cerveau ne sert pas à penser, mais à agir. Ah oui. Vous, quand vous écrivez, vous pensez ou vous agissez? C'est assez... Je ne sais pas ce que je fais. Ah. Vous savez ce que vous faites dans la vie, vous? Je ne sais rien. Enfin, comme ça, la vie quotidienne. Non, il ne sert pas à penser parce que... Non, l'action... en fait, le cerveau, dans l'immédiat, à chaque moment, il sert à agir. Par exemple, moi, j'ai soif, je bois. Des choses comme ça, vous voyez. Alors, la pensée, ça vient après. Hein. Ça vient après. Mais la pensée vient du... Enfin, là, on retombe dans l'histoire de l'enfant sauvage, c'est-à-dire Condillac, les théories de Condillac qui dit que nous n'avons de pensée et d'idée que par les sens. Les sens, pas les sens, pas le pétrole, mais non, mais les sens. C'est-à-dire la notion du toucher ne nous vient qu'en touchant, enfin, etc. Je crois que ça recommence. Ah! Fais-moi des compresses. Vite! Je t'en prie. Ah! 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 Vite! Ah! Vite! 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 De quel côté? À droite! À droite!
Faudrait ma piqûre. Appelle le médecin. Là. Attends! Donne-moi à boire. Il faudrait bien que j'arrive à le pisser, ce fichu caillou. Hein? La compresse! Elle est froide! La compresse. Oh, mon Dieu! Oui! Je t'ai fou! Comment je raconte l'histoire du mensonge, qui je trouvais bien, parce qu'au départ, elle quittait Jean, son amant, elle le quittait sans raison valable. Et ensuite, ça René m'a peu observé, il dit c'est un peu fort, mais il faudrait donner une raison à cette séparation. Et il s'est souvenu d'une affaire comme ça, il avait un ami qui vivait avec sa maîtresse et qui avait laissé tomber, s'était séparé de sa femme. Et il a appris que sa femme avait un cancer. Et donc, il a quitté sa maîtresse, il a dit, bon, il faudrait que j'assiste à ces derniers moments, j'y vais. Alors, il est allé, puis finalement, ça a duré des années, je ne sais pas. La fille avait trouvé un autre mec, hein, pour ça. Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais enfin, c'était comme ça. Et là, on a pensé que ce serait plus rigolo aussi, je veux dire, plus dramatique, si en plus c'était un mensonge. Vous allez peut-être penser que je vais exercer sur vous une sorte de pression, de chantage. Non, non, je pense rien, vous ne me dites rien. Voilà, je voudrais que vous laissiez Jean revenir à la maison, avec moi et les enfants. Oh, pas pour toujours. Pour quelques mois seulement. Je comprends pas. Vous allez comprendre. Mais promettez-moi de ne rien répéter à Jean, que cela reste entre nous. Moi aussi, je suis malade. Bien plus gravement que Jean. Je viens de l'apprendre. Je ne me fais plus d'illusions. Mademoiselle, je vais mourir. Pour écrire les scénarios, vous travaillez en complémentarité avec Monsieur René. Parce que toutes les décisions... On se voyait parce que j'écrivais, et puis lui, je lui lisais, je fasse à haute voix. Et René me faisait enregistrer tous les dialogues et tout. Et les acteurs étaient connus assez tôt, moins tôt qu'avec les films suivants. Et très rapidement, il faisait lire aux acteurs, et les acteurs me suggéraient des modifications. Parce que vous savez, les comédiens, ils se rendent bien compte d'un truc qui ne va pas dans un dialogue, ou d'un truc qu'ils ont mal en bouche, qu'ils n'arrivent pas à dire. Alors je modifiais, mais je ne les voyais jamais. C'est rien que ça. Ça sent bon. Qu'est-ce que c'est? Salmi de bécasse. Très peu, très peu. Et déjà, vous n'avez pas pris de foie gras. Mon mari ne supporte pas le gibier. Ça lui donne de l'urticaire. Dans 3 minutes, il serait couvert de boutons. Mangez, mangez. Ne vous occupez pas de moi. Il y a du jambon au frigo. On peut vous faire des pâtes. Quelle merveille. Comment faites-vous ça? C'est assez compliqué. Il faut bien faire cuire les bêtes à la broche aux 3/4. Puis, avec la peau, les carcasses, les gésiers, bref, tous les intérieurs, bien hachés, faire un coulis dans un mirepoix d'oignons, de thym, etc. Avec cognac flambé, champignons, croûtons. Le grand truc avec la bécasse, ce sont les intestins.
Je ne les ajoute qu'au dernier moment pour qu'ils donnent plus de parfum. Vous ne voulez vraiment pas goûter? Non, non. Non, je pensais seulement au frère Villot. Mon mari ne pense qu'à son métier. C'est loin d'être des bécasses et c'est pas demain qu'on en fera des salmis. Vous savez ce qu'Antoine Villot a dit des patrons français? Leur principe, c'est de conserver. Le nôtre, c'est de conquérir. Envoyer, non? Tu veux que je te dise pourquoi tu m'as quitté? On m'avait limogé. Je ne te servais plus à rien. Salut. Ainsi, répétons-le, cette situation dans laquelle un individu peut se trouver d'inhibition dans son action, Moi, pointé? si elle se prolonge, commande à toute la pathologie. Les perturbations biologiques qui l'accompagnent vont déchaîner aussi bien l'apparition de maladies infectieuses que tous les comportements de ce qu'on appelle les maladies mentales. Quand son agressivité ne peut plus s'exprimer chez les autres, sur les autres, elle peut encore s'exprimer sur lui-même de deux façons. Il somatisera, c'est-à-dire qu'il dirigera son agressivité sur son estomac, où il fera un trou, un ulcère de l'estomac. Sur son cœur et ses vaisseaux, il fera une hypertension artérielle, quelquefois même des lésions aiguës qui aboutissent aux maladies cardiaques brutales, les infarctus, des hémorragies cérébrales, ou des urticaires, ou des crises d'asthme. Il pourra aussi orienter son agressivité contre lui-même d'une façon encore plus efficace. Il peut se suicider. Et quand on ne peut pas être agressif envers les autres, on peut par le suicide être agressif encore par rapport à soi. Je n'ose plus vous dire. Je vous aime. Je n'en sais plus rien. Est-ce que vous avez été satisfait finalement de la réalisation du résultat? Très, c'est mon meilleur film, dans mon avis. Le plus intéressant, le plus utile, puisqu'il parle de choses importantes. Oui. Et je l'ai revu là l'autre avant de vous voir pour me le remettre en tête. Je me suis dit vraiment c'est pas mal. Tandis que la plupart des films que je revois, par exemple Jules et Gilles, je ne peux plus supporter parce que ça a eu beaucoup de succès à l'époque et ça me fatigue parce que le nombre de bonnes femmes que j'ai connues depuis, qui m'ont dit ah vous avez fait Jules et Gilles. Ça m'a libéré de mon mari, ça m'a libéré de la religion, ça m'a... C'était vraiment devenu une espèce de drapeau féministe. Alors c'est un peu accablant, parce que c'était pas le propos du film, vraiment. C'est certainement la présence de Jeanne Moreau qui a donné ce... Ça vous donne envie de revenir sur certains films, justement? Oh, ben, de ne pas revenir, je m'en fous. De les refaire à la rigueur. Et à la pire, je touche des droits, je suis content. Même, j'ai eu une grosse rentrée de droits là, de Paris nous appartient, qui est le plus gros bide de ma carrière, mais je ne sais pas ce qui s'est produit. Il y a des renouvellements de droits, vous savez, ça, d'un certain temps. Alors, moi, ça me fait vivre. Hein. Écoutez, si vous le voulez bien, nous allons arrêter là l'interview. Oui. Et merci beaucoup d'avoir c'est un plaisir. Répondu à nos questions. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous, d'autant plus que vous figurez parmi les grands du cinéma. Donc, voilà. Merci beaucoup.